Alors donc, je vous emmène faire une visite au musée. Et je commence avec, sous l'égide de M. Guy Delisle, avec évidemment toute l'interprétation que vous pouvez faire de ce premier dessin en frontispice. Du 6 novembre 2013 au 30 mars 2014, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a offert ses cimaises à 15 auteurs de bande dessinée québécois. Chaque auteur avait choisi une œuvre dans la collection du musée, à partir de laquelle il avait réalisé une bande dessinée de quelques planches. Cette rencontre donna lieu à une exposition et à la publication d'un recueil par la maison d'édition montréalaise La Pastèque, initiatrice du projet. Ce projet, intitulé La BD s'expose au musée, prend place dans une nouvelle transmédialité qui lie bande dessinée et musée, aux côtés des séries initiées d'abord par le musée du Louvre en 2005, puis celui d'Orsay en 2014, en collaboration avec la maison d'édition Futuropolis, initiative qui illustre combien aujourd'hui les collaborations entre de nombreux musées et des auteurs de bande dessinée atteignent des niveaux sans précédent. Et je cite là Michael Picon, 2013. Il s'agit dans cette étude d'observer comment se formalisent les relations sémiotiques qui mettent en dialogue et éventuellement interpénètrent les tableaux des musées et les planches des albums de bande dessinée. Le motif du musée dans la BD. En soi, le motif du musée dans le corpus éditorial de la bande dessinée n'est pas une nouveauté. Il n'est certes pas très fréquent, mais on se souvient de l'exemple précoce d'un certain musée ethnographique dans lequel, en 1937, fut volé l'artefact numéro 3542, le fétiche Arumbaya et son oreille cassée, qui lança Tintin dans de nouvelles aventures jusqu'au fin fond des jungles sud-américaines. Plus récemment, sous les plumes d'Yves Sant et André Julliard, l'Ashmolean Museum d'Oxford, le plus ancien musée universitaire du monde, est devenu le théâtre d'une sombre histoire de vengeance et d'espionnage que Black et Mortimer résolurent avec leur célèbre flegme et sagacité. Les œuvres dont il va être question ici engagent une relation entre musée et bande dessinée qui outrepasse largement la fonction de décor du premier dans le programme narratif de la seconde, tel qu'assigné dans les albums qui viennent d'être évoqués. La démarche des musées du Louvre et d'Orsay inscrit le monde muséal comme sujet total des œuvres. En accord avec Margaret Flynn et notre collègue Méon ici présent, c'est un observatoire subtil des relations entre culture haute et culture basse qui n'en finissent pas de perdurer quand il est question d'art et de bande dessinée. Quelle que soit la variété des déclinaisons choisies, que les récits relèvent de l'histoire, de la science-fiction, de la fresque sociale, de la comédie burlesque ou même de la gestion et de l'administration, tous leurs composants narratologiques relèvent de ce monde. Protagonistes, espace, temporalité, action, événements, enjeux et résolutions. Au point de laisser cerner un véritable paradigme, révélant une représentation précise de cette institution culturellement et économiquement si importante dans le temps présent. Cette représentation, peu ou prou, est véhiculée par la quinzaine d'albums publiés à ce jour et ne manquerait certainement pas de surprendre les professionnels et les chercheurs de la muséologie, tant le champ est en pleine constitution. Je renvoie ici à André Gob et Noémie Drouguet, la muséologie, histoire, développement, enjeux actuels, etc., etc. Ainsi, un musée est essentiellement une grande bâtisse avec plein de tableaux accrochés au mur et des statues disposées par-ci par-là, devant lesquelles déambulent, se figent, se contorsionnent, prennent des photos des nuées de visiteurs, surveillés et encadrés par les détenteurs de l'autorité, à savoir les gardiens du musée. Pas de directeur, pas de conservateur, pas de responsable de collection. D'ailleurs, pas non plus d'idée de collection. Les œuvres sont immanentes et là de toute éternité pour l'éternité. Pas de restaurant, pas de boutique, pas de service d'animation, pas de service éducatif. Aucun dispositif numérique, aucune borne interactive, pas même d'audio-guide, aucun branding. Nonobstant Marc-André Mathieu, qui se consacre entièrement aux coulisses du musée, et Étienne Davodo, qui joue finement culture populaire et culture de la distinction, le musée reste d'abord et avant tout un territoire en soi, libre de toute inscription politique, géopolitique, sociale, comme l'exprime exactement Florent Chabouet, auteur du dernier album paru à ce jour, en choisissant pour titre L'île Louvre. Dans cet écrin agéographique et anhistorique, l'argument des récits très souvent convoque une même fantasmagorie en deux traits principaux. Celui de l'œuvre qui prend vie, de la figure qui sort du tableau, de la statue qui s'anime. Celui de l'entrée dans le tableau, qui immerge dans le monde de l'origine de l'œuvre et du moment de sa création. À cela se rajoute la reconnaissance et donc la reconduction de deux œuvres phares, La Joconde et La Victoire de Samothrace. Les dessinateurs de la Pastèque, de leur côté, avaient été conviés à choisir une œuvre dans les collections du MBAM et leur démarche est sensiblement différente, même si 4 parmi les 15 auteurs procèdent comme leurs collègues de France. Paul Bordelot, sous le titre « Les collectionneurs du dimanche », relate la visite au musée d'un père et de son fils, lesquels s'amusent à prétendre acheter tous les tableaux qui leur plaisent. Les pièces sont vides avec des œuvres au mur, des visiteurs déambulent. Pascal Colpron,
sous le titre « Mon frère », construit une sorte de télescopage temporel qui propulse un visiteur en train de contempler un buste du musée contemporain dans l'atelier de l'artiste en train de réaliser ce même buste en 1931. Liftand produit monologues et diatribes qui livrent les états d'âme et les échanges de 4 œuvres du musée. Un 4e, Rémi Simard, traite des collectionneurs et de l'entrée des œuvres dans les musées, déclinant sur le mode humoristique un rare sujet traité, côté français, par le seul Étienne Davoudou. Pour les 11 autres dessinateurs, les projets construisent des liens, non avec le musée, mais avec les univers en propre des œuvres d'art, ouvrant plutôt sur des mondes diégétiques composés au gré des imaginaires et sensibilités de chacun. Une pollution pétrolifère dans un désert, les imprécations apocalyptiques et hilarantes d'un lapin fou, l'errance triste des chômeurs pendant la Grande Dépression, une improbable randonnée dans une forêt boréale, etc., etc. Je laisse ici de côté les 2 derniers auteurs qui n'ont pas produit de bande dessinée, mais plutôt un tableau et une série d'illustrations. Cet éventail d'univers diégétiques est particulièrement propice aux explorations transmédiales et les auteurs en font en livrent toute une déclinaison. Pour plusieurs auteurs, le tableau choisi par eux dans la collection du musée devient une case dans une des planches de leur récit. Isabelle Arsenault a choisi Far West de Jean-Paul Lemieux. Cette huile sur toile, long rectangle à l'horizontale, composé de 2 bandes grises et ocre, offre à la fois le format des cases et leur registre chromatique. Les 8 planches sont une longue déclinaison plastique de gris et d'ocre. La BD s'achève avec le tableau de Lemieux, disposé à l'envers. Ce qui était au départ un ciel gris au-dessus d'un désert de sable est devenu un ciel couchant au-dessus d'une mer de pétrole. Jean-Paul Hed procède de la même façon. Le tableau de Bertrand Brooker livre la gamme chromatique des 5 planches de Hobo et le tableau en est la 5e planche. Ainsi font aussi Janice Nadeau, Réal Godbout, celui-là mettant en couleur l'eau forte en noir et blanc de Marc-Aurèle Fortin. Si le motif du tableau case n'apparaît que 4 fois, l'emprunt à l'œuvre de sa gamme chromatique est fréquent, comme pour Cyrus, Ravagliati, Janice Nadeau, redoublé par l'emprunt du style graphique, comme pour les mêmes auteurs, et encore par exemple Marcy. Ce qui pointe derrière ces planches à la manière d'eux, inscrite dans la tradition du pastiche et de la forgerie, une dimension poétique particulière. Les auteurs de bande dessinée ont choisi des œuvres avec lesquelles ils entretenaient une connivence plastique particulièrement forte. L'auteur de BD est visiteur expert. L'imitation, aisée pour des dessinateurs chevronnés, peut laisser croire que cette connivence est une extrapolation éventuelle. Elle est pourtant rendue bien visible par le rapprochement d'œuvres autres que celles de l'exercice initié par la pastèque. Réal Godbout entretient une parenté stylistique évidente avec Marc-Aurèle Fortin. Je vous montre 3 images. Même inclinaison pour un trait plutôt lourd et rond, même propension à occuper toute la surface d'une façon régulière et relativement statique, palette chromatique très voisine, même prédilection pour le vert véronèse. Un constat similaire peut être fait entre Patrick Doyon et Barry Flanagan. Je vous montre 3 images là aussi. Même façon de faire flotter des formes dans un espace acontextuel, même jeu sur des formes filiformes contrastant avec des masses dodues. Sans revenir sur tous les auteurs des âges cités, l'exemple de Marcy et Alex Colville confirme cette induction, avec non seulement des approches plastiques comparables, mais aussi des rhétoriques iconiques souvent voisines, notamment dans ce même goût pour des avant-plans très saillants. Ce trait de la connivence omniprésente conduit à observer la finesse des dialogues entre œuvres sources et œuvres but, qui relève de ce que Gérard Genette nomme la métatextualité, c'est-à-dire la fonction de commentaire remplie par la seconde à propos de la première. En produisant l'œuvre but, le dessinateur de bande dessinée révèle les rhétoriques de l'œuvre source. Il produit un discours réflexif par les moyens d'un même système sémiotique qui est aussi celui de l'œuvre recommentée, à savoir le langage visuel. Peintre et dessinateur de BD partagent les mêmes compétences, ce qui offre au second une capacité de compréhension et d'analyse des plans plastiques et iconiques des œuvres choisies, ce qu'approche difficilement l'historien de l'art, détenteur de compétences dans le seul système sémiotique verbal. L'auteur de bande dessinée au musée est un visiteur expert. Le cadre du tableau, les cases de la BD. Cette compétence sémiotique partagée a été bien vue par l'un des auteurs du projet du Louvre, deuxième auteur de la série, Marc-Antoine Mathieu, dans les sous-sols du Révolu, que je vous recommande vivement, fait parcourir les coulisses du musée à Eudes le volumeur, expert de son état, à qui il est demandé de procéder à l'étude, au répertoire et à l'expertise du fond, dans la limite de ses moyens et de son temps. Le lien entre peinture et bande dessinée apparaît tout d'abord sous forme de citation. Dans le département des copies, sont posées contre le mur en 2 formats, 2 copies de la couverture de période glaciaire
de Nicolas de Crécy, premier auteur de la série. La citation en noir et blanc d'une œuvre en couleur, les multiples copies, allusions aux multiples exemplaires d'un album, le cadre mouluré qui donne le statut de tableau sont autant d'indicateurs d'une réflexion sur les passerelles entre le tableau et la BD, reprise de façon très explicite 40 planches plus loin, lorsque l'expert inspecte le département des cadres. Le responsable du service ose une abduction à l'occasion d'un glissement dessiné par Marc-André Mathieu de planche en planche, d'un mur couvert de cadres moulurés, l'on passe à un mur couvert, et je cite, d'encadrement réduit à leur plus simple expression. Un tableau de Mondrian, et enfin, les schémas de la proposition du chef du département. Les cadres juxtaposés pourraient engendrer un projet narratif. Cette séquence remarquable, remarquée aussi par Margaret Flynn, rappelle que de fait, l'invention du tableau à la Renaissance, fondée sur l'invention de la perspective monoculaire, puis la hiérarchie des genres, autrement dit la future dite taille des plans, ont été les conditions préalables à l'invention ultérieure de la bande dessinée. Ainsi l'entend très bien Fabrice Douard, directeur des publications au Louvre et initiateur du projet. Je cite, « La bande dessinée s'inscrit dans une tradition picturale, ce qui ne peut pas laisser indifférents les amateurs d'art. Les outils ont changé, mais les contingences graphiques, la composition, les perspectives, l'usage des couleurs restent les mêmes, qu'il s'agisse des peintres de la Renaissance ou des dessinateurs d'aujourd'hui. » En accord avec Fabrice Douard et Marc-Antoine Mathieu, la bande dessinée est en filiation sémiotique avec le tableau, pas de BD. Image isolée, image en série. Au-delà de la proximité plastique et iconique, les peintres et dessinateurs se distinguent fondamentalement par la production, pour les premiers, d'images isolées, de séries d'images liées dans un tout organique pour les seconds. Les peintres ont produit des diptyques, des triptyques, encore des cycles. Quel que soit leur nombre, des liens spatio-temporels entre les différents tableaux sont réfléchis, que ce soit par métonymie pour inférer une position dans un même territoire, soit par prélèvement dans un continuum chronologique, comme pour Marie de Médicis. Cependant, chaque cadre est un tout intelligible en soi. Il compose une scène dans l'entièreté de ses tenants et aboutissants. Les cases de la bande dessinée sont, elles, assujetties à des regroupements, chacune d'elles étant un instant particulier d'une scène, compréhensible seulement lorsque toutes les cases et leurs liaisons rhétoriques ont été déchiffrées dans le regroupement. Planche, double planche, triple, etc. Et je simplifie outrageusement, bien entendu, je n'ai pas le temps de détailler. Cette invention très particulière de la fin du XIXe siècle engendre véritablement une nouvelle conception du récit en images qui sera démultipliée à la suite par le dessin animé et le cinéma. D'où l'abduction du responsable du département des cadres du Révolu. En d'autres termes, une narration picturale séquentielle. 2 points. Imaginez-vous le potentiel de tel principe. Matthieu 2006, 48. Il ne s'agit cependant pas d'une dichotomie stricte entre deux genres. Si la narration de la plupart des auteurs si les narrations répondent bien à cette distinction, quelques-uns du projet de la pastèque puisent aux deux registres et les combinent librement. Isabelle Arsenault construit une longue séquence temporelle avec des cases en format paysage, c'est-à-dire versant BD, le plan de grand ensemble. Elle n'introduit pas de protagoniste, ni d'action particulière, mais plutôt un événement, le jaillissement incontrôlable du pétrole. Réal Godbout procède de la même façon, de façon délibérément statique, pour suggérer les 4 siècles du développement de Montréal. Chez Arsenault, comme chez Godbout, un ample travail de reconstitution diégétique est exigé du lecteur à partir du strict motif du paysage, seulement guidé par le travail de transformation qui induit un déroulement temporel et donc une narration minimale. Janice Nadeau, de son côté, retient de l'écriture en bande dessinée essentiellement la grille de découpage d'une planche. Elle procède en fait par une succession de vignettes illustrées sous lesquelles court le monologue d'une narratrice. Ponctuellement, elle renoue avec le discours direct et la bulle ou l'onomatopée apparaissent. Encore, elle décompose une action en 2 ou 3 cases, puis retourne au récit illustré, introduisant par ses scénettes des ruptures de rythme propices à la dynamique de l'ensemble. Enfin, Liv Tender reste à l'écart de la procédure narrative et procède à la répétition d'une même image tout au long de planches découpées en cases, accompagnant le monologue de 4 œuvres d'art. Cette répétition illustrative, au marquage temporel contingent, le déroulement correspond à la durée nécessaire pour prononcer le monologue, sert en toute efficacité à suggérer l'immobilité perpétuelle des œuvres dans le musée. La stratégie de Liv Tender laisse penser que l'emprunt intermédial est en son cas double. L'œuvre but est une reproduction écrite, un monologue, à partir d'une œuvre source, une sculpture ou une peinture, et un genre source, la bande dessinée. Ces variations rappellent que, d'un point de vue doxique, ce qui fait BD repose sur 2 exigences. Un découpage en cases et un déroulement temporel, enclenché par une liaison métonymique ou synecdotique, aussi rudimentaire soit-elle. Sous ces auspices sont spontanément mis à l'écart les illustrations de Cyril Doisneau,
le tableau de Pascal Blanchet, le carnet de voyage de Florent Chavoué. L'album et l'exposition. La rencontre du musée et de la BD est sous-tendue par la rencontre entre deux médias, l'album et l'exposition, tous deux supports de diffusion auprès des publics, agents de ce fait liés intrinsèquement aux œuvres et conditionnant leur réception. Dans la rencontre intermédiaire, il joue un rôle spécifique et déterminant. Appartenant à la grande famille du livre, l'album a connu une standardisation toujours respectée, mais tolère depuis longtemps des variations nombreuses en termes de format et de nombre de pages. Et c'est le cas ici dans ce corpus. Quasiment chaque album a son format spécifique. L'exposition est un média, au sens générique du terme, et je renvoie à Jean Davalon pour ce faire, qui a la particularité d'être déployé en 3 dimensions, dans lequel le visiteur se déplace pour prendre connaissance des énoncés. La rencontre intermédiaire peut être vue selon 2 avenues. L'une qui concerne la contribution des instances du musée et la manière dont ils ont disposé la BD sur leur simèse, c'est le cas de la pastèque. L'autre qui concerne la prise en compte de cette composante par les auteurs de la bande dessinée, et c'est le cas de l'unique Marc-Antoine Mathieu. Cet auteur est friand des jeux avec la matérialité d'album. Pages trouées, lecture réversible d'une même histoire en feuilletant à rebours, impression en noir sur fond noir, etc. Ici, il joue avec le point de vue occupé pour embrasser un énoncé visuel, un tableau dans un musée, une planche dans un album. Le confort de lecture exige de se placer au minimum au double de la diagonale du cadre. Ceci est mis en acte par le visiteur d'exposition qui, devant les grands formats des tableaux, recule pour capter l'entièreté de l'œuvre dans son champ visuel, avant de se rapprocher au plus près pour apprécier un détail. Le lecteur de BD, comme le lecteur de roman, pose le livre sur ses genoux ou sur une table et déchiffre, immobile, de petites cases, jamais plus grandes qu'une page. Marc-André Mathieu va donc imposer au lecteur un soudain recul pour englober la reproduction d'un tableau dans sa BD. Le procédé est simple et astucieux. Vous avez la page repliée à droite, et voilà quand ça se déplie. Il introduit une grande feuille qu'il faut déplier et qui à la suite exige un déplacement vers l'arrière, aussi minime soit-il bien sûr. Voilà soudain le corps en mouvement, presque comme au musée. De leur côté, les instances du musée des Beaux-Arts n'ont guère su articuler les 2 médias et l'expographie proposée a parfois confiné au contresens. Sur les murs et les cloisons mobiles qui divisaient l'espace étaient disposées les planches de bande dessinée, œuvre but, auteur par auteur. Le plus possible à proximité était accroché ou disposé l'œuvre source, formant ce que la muséologie appelle une séquence formée d'unités. Dans certains cas, le visiteur devait se placer entre l'œuvre source et l'œuvre but, plaçant nécessairement l'une dans le dos de l'autre positionnant l'une dans le dos pour pouvoir apprécier l'autre. Ah, j'y arrive pas, vous avez compris. Dans une sorte d'exclusion réciproque. Je donne un exemple. Vous avez ici le lapin de Barry Flanagan et la bande dessinée, les planches de bande dessinée faites par Pascal Colpron. Et pour pouvoir lire la bande dessinée, il faut aller se mettre devant, il faut placer le lapin dans son dos. Leur attention, non, excusez-moi, je suis perdue. Ah oui, les planches de Rabagliati étaient disposées, autre exemple incongru. Les planches de Rabagliati étaient disposées dans le même axe que le lapin de Barry Flanagan. Donc vous avez cette première position dans l'espace, et vous avez ici, dans l'axe, une vue en recul qui permet d'apercevoir les planches de bande dessinée de Rabagliati et qui donc positionnait le lapin de Flanagan dans le même axe visuel que la bande dessinée de Barry Flanagan, de Rabagliati, qui laissait croire que la sculpture était donc l'œuvre source de la bande dessinée de Rabagliati. Et non pas le tableau de Roi de Miro qui n'était repérable qu'après coup. Si vous êtes situé dans l'espace, vous allez comprendre maintenant quand je place celle-ci. Le tableau de Miro est là. Le lapin là. Et sur ce mur qui n'apparaît pas sur la photographie, mais vous pouvez reconstituer par métonymie, vous avez les planches de Rabagliati. Ça devenait proprement illisible. Le cas le plus déconcertant était celui de Isabelle Arsenault. Bien qu'accroché sur un même plan de mur suffisamment grand pour bien contenir toutes les unités de la séquence, le tableau de Jean-Claude Lemieux fut placé après les planches et non en position d'ouverture, alors qu'il aurait été si aisé de le faire. La clé de ces incongruités était sans doute dans le segment qui présentait le tableau de Pascal Blanchet, que j'avais donc exclu tout à l'heure parce que ce n'était pas une bande dessinée, mais un tableau, avec en avant-plan son œuvre source, une chaise de Charles-Éric Kaiser-Ems. Saisis d'un seul et même regard, leur lien transtextuel était immédiatement saisissable. Force est alors de remarquer que ce seul cas de cohérence tenait au fait que l'œuvre but n'était pas une bande dessinée, mais un tableau, genre beaucoup plus familier pour les instances muséales.
Si d'un point de vue sémiotique, la bande dessinée comprend les œuvres du musée, le musée, lui, ne comprend pas très bien la bande dessinée. Du monde de l'œuvre au monde de la bande dessinée. Invités à explorer le musée et ses collections, les auteurs de bande dessinée ont livré des déclinaisons nombreuses, autant que subtiles, de l'appropriation qu'ils en ont fait. Il ressort cependant que l'essentiel de leur attention porte sur les variations sémiotiques du langage visuel et des genres qui y recourent. Leur attention et leur intérêt sont nettement retenus par les enjeux plastiques et par le rapport entre tableaux et planches découpées en cases. Je cite, « J'ai l'impression de marcher dans une BD géante. Sur tous les murs, il y a des cases », fait dire à son personnage David Prudhomme dans La traversée du Louvre. De façon assez remarquable, le passage à une proposition narrative ne compte que quelques planches, comme pour la pastèque, ou plusieurs dizaines pour les albums de Futuropolis, consiste essentiellement en une expansion de l'univers de référence. Tant pour le Louvre que pour le musée d'Orsay, la très grande majorité des récits reste confinée à une même conception du musée et du rapport aux œuvres, sans aucune posture critique ni connexion avec d'autres mondes. Placer le récit dans un futur lointain, quelque part au 4e ou 5e millénaire glaciaire, reste pour Nicolas de Crécy une façon de travestir une réduplication du monde d'origine, le Louvre d'aujourd'hui. Pour reprendre les termes de Jonette, la relation hypertextuelle entre un hypotexte, le texte source, et un hypertexte, le texte but, est chez presque tous les auteurs une relation de redondance, agrémentée par l'amplification et l'hyperbole. Oui, j'ai fini. Cela n'exclut en aucune façon les richesses et finesses poétiques, mais il en demeure cependant que le musée est un monde dont on ne sort pas, ce qui est sans doute en effet impossible ou impensable, quand ce musée, comme on l'a dit plus haut, est un territoire pensé comme agéographique et ahistorique. Donc, pour finir, je vais signaler 3 auteurs qui dérogent à cette posture. Julie Arsenault, un album qui a été coproduit par Louis et Philippe Dupuis, et un 3e sur lequel je m'arrête 1 minute, qui est donc Le chien qui louche d'Étienne Davodo. Dans ce 3e récit, chez ce 3e auteur, la première planche commence devant un arrêt d'autobus, et dès lors le ton est donné. Le musée du Louvre n'est pas un lieu immanent, dégagé des contingences terrestres, mais un organisme dans lequel les travailleurs gagnent leur vie, par exemple des agents d'accueil et de surveillance, autrement dit des gardiens de musée, qui ne sont en rien des agents d'autorité et qui rentrent après le boulot dans leur banlieue lointaine. De gare en gare, de parc en ligne de métro, de logement de banlieue en maison rurale, le Louvre se trouve lié à toute une géographie sociale dans laquelle il connaît ses indiscutables prolongements. Le monde de ce récit de Davodo reste celui du musée, mais il est présenté de façon dialectique et donne prétexte au dessinateur pour reconduire une certaine conception de la lutte des classes, laquelle rappelle que sont exclus des musées, et je cite, « tous les peintres du dimanche, les approximations de bords de rivière, les aquarellistes de galeries marchandes, les couchers de soleil trop colorés, les nus qu'on rhabillerait volontiers, les portraits qui n'en sont pas. » Page 121-122. Qu'elle ait pointé ou reconduite, l'ensemble de ces bandes dessinées, québécoises, françaises et franco-japonaises, laisse en fin de ce parcours cerner une problématique certaine concernant le monde des musées. Un monde clos, fondé sur le culte esthétique d'œuvres décontextualisées, au service d'une distinction qui repousse plus loin ses implications politiques, économiques et dogmatiques. Les auteurs de bandes dessinées, par le jeu de l'intermédialité, ont eu la capacité de le désigner. Voilà.